Bonjour à tous, moi c'est Jonas et aujourd'hui je suis avec Flavien. Bonjour. Aujourd'hui on va vous présenter quelques trucs sympas qu'on a fait sur l'ENRA. Donc pour rappel, l'ENRA c'est une plateforme open source qui permet de faciliter la création de vos applications. Euh, donc pour ça, la plateforme fonctionne dans n'importe quel langage, pardon. Et vous n'avez pas à vous occuper de tous les problèmes d'Ops. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui a été implémentée sur l'ENRA, donc il s'agit du système de route avec les applications. Ensuite, Flavien vous présentera sur son application un système de migration des données. Donc c'est pratique pour faire des rollbacks ou faire de nouvelles migrations et mettre l'application en maintenance, etc. Oui, du coup, je terminerai aussi par implémenter quelques opérateurs pour la communication avec la base MongoDB. Donc avant, comment on faisait pour les routes, on définissait des listeners dans les applications qui effectuaient eux-mêmes les redirections en changeant directement l'interface graphique. C'était pas forcément propre et c'était un peu galère à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette fonctionnalité. En fait, on vient directement récupérer l'URL du navigateur ou de l'application sur mobile. Et on gère directement les routes avec le manifeste de l'application. Donc au lieu, comme avant, de mettre une view qui sera la vue de départ, on définit plutôt une liste de routes qui sont aussi des vues, mais avec un chemin spécifique cette fois. Donc par exemple ici on peut voir la route slash qui sera la route par défaut et la route new page qui sera une route secondaire qui peut être accessible. On peut aussi définir des routes avec des paramètres, donc par exemple ici un ID pour des livres. Et aussi on voulait mettre en place un système pour pouvoir accéder à ces paramètres directement depuis les props ici. Mais on y a réfléchi un petit peu ce matin avec l'équipe et au final on va peut-être faire un système de contexte comme on avait avant qui avait été retiré, mais qu'on va remettre en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour l'instant c'est pas très clair, c'est pas très bien défini, mais ça sera bientôt implémenté en tout cas. On a aussi implémenté un listener pour pouvoir naviguer vers ces routes. Donc par exemple sur un bouton on peut définir l'action @lenra navto et avec comme propriété le chemin vers lequel on souhaite rediriger. Voilà. Et du coup, ce qu'on voulait aussi prévoir par la suite, c'est que sous cet identifiant-là, @lenra, on puisse ajouter d'autres fonctions derrière qui pourraient faire d'autres actions. Donc ça, c'est pareil, ça sera à définir. Et je pense que j'ai fait le tour du système de route, en tout cas en surface. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ça peut changer dans le futur. Ce qu'on peut rajouter, je pense, très pratique côté de l'application Android par exemple, ou même le navigateur web, c'est que ce système de route permet de faire les retours en arrière comme c'est dans une application native sur Android. Donc quand on est sur une page, on peut juste appuyer sur le bouton retour ou de faire le geste retour d'Android 10 pour retourner sur la vue précédente sans avoir à que tout se recharge et à avoir à développer un quelconque listener pour cette action, etc. dans l'application. Donc niveau écologie, c'est bien mieux parce qu'on peut ouvrir plusieurs vues en parallèle, enfin en utilisant le système de route. Elles vont se stacker en quelque sorte, se mettre l'une par-dessus l'autre, et on peut juste revenir en arrière plutôt que de devoir recharger toutes les données. Oui, et du coup ça permet aussi d'avoir les animations natives des appareils, ce qui est aussi pratique. Du coup, je vais te laisser présenter pour la suite ton application Gimmick avec tes migrations. Très bien. Hop, je te passe l'ordinateur. Du coup, sur cette application, donc c'est une application qui s'appelle Gimmick qui permet d'améliorer la communication en entreprise et surtout sur les projets open source, qui se présente comme un chat en temps réel, un peu à la manière d'un Discord, mais dans lesquels il y aurait des flux de conversations qui sont reliés à des issues ou des pull requests qui seraient ouverts sur un GitHub ou un GitLab. Et donc dans cette application, j'ai une gestion de données qui peut rapidement devenir complexe.
Et donc, avant de me retrouver dans un système difficilement maintenable, j'ai décidé de réfléchir à cette manière de gérer les montées de version de la base de données. Et donc, j'ai créé un système de migration tout simple qui va enregistrer en tant que document en base de données l'ENRA chacune des migrations qui aura été exécutée. À quelle date elle a été exécutée, sur quelle version d'application elle a été exécutée, etc. Donc ces migrations, c'est juste un petit script JavaScript comme ça, JavaScript ou TypeScript, qui actuellement elle affiche juste un message pour dire que la migration est passée, mais on peut dedans utiliser l'API et faire n'importe quelle fonction. Donc execute query par exemple, récupérer dans la classe user tous les utilisateurs, et par exemple si je rajoute sur tous ces utilisateurs, je peux facilement rajouter sur chacun de ces utilisateurs, voilà, les mettre en majuscule par exemple. Hop. Et donc juste un truc comme ça permet de faire une migration des utilisateurs très facilement. Donc une fois qu'on a fait ça dans ce sens-là, il faut pouvoir revenir en arrière, parce que c'est un système de migration en montée, mais aussi il faut pouvoir revenir en arrière en cas de souci. Une version par exemple qui aurait été déployée, qui se retrouve avec un souci bloquant, il faut pouvoir très rapidement revenir en arrière. Donc pour ça, on va faire la même chose, hop, et revenir en arrière. Donc le principe, c'est juste ça. Et donc, j'ai ajouté quelques infos. Donc c'est une classe de type data de l'ENRA, donc qui s'enregistre en base de données. Quelques infos sur l'application, donc un nom d'application, une version courante d'application. C'est... Ah, bon. C'est revenu ? Ok. Du coup, on a un nom, une version d'application, donc c'est ce qui est en train de tourner actuellement sur la production, en quelque sorte, sur les serveurs de l'ENRA. La date à laquelle la version a été publiée de l'application, si l'application est en maintenance, et un identifiant de webhook qui permet de lancer un retour en arrière sur les migrations pour prévoir de redéployer une ancienne version. Donc ça pourrait être simplifié en gérant, en sauvegardant en base par exemple le code de chacune des migrations, plutôt que de me reposer sur ces scripts-là à chaque fois, qui permettrait de même plus avoir besoin d'avoir une action du développeur pour revenir en arrière. Il suffit juste qu'il redéploie une ancienne version et ça reviendrait tout seul en arrière en exécutant les migrations qu'il faut pour sa propre version, la version qui serait déployée actuellement. Donc pour ce faire, j'ai quand même quelques petites lignes, une petite centaine de lignes, qui va tout simplement, si je sais pas pourquoi OBS il est capricieux aujourd'hui. T'as repéré l'action? Là, ça y est, c'est bon. Ouais. D'accord, bah j'ai rien touché. C'est étonnant. Je vais vérifier que je sois pas en mode économie d'énergie. Hop. Baisse performance, c'est peut-être ça. L'OS qui met en pause OBS. Alors, du coup, pour l'exécution des migrations, j'ai fait cette petite centaine de lignes qui va tout simplement récupérer. Peut-être encore rebaisser le bitrate si jamais la qualité est bonne en ce moment là. Ouais. Du coup, je vais stopper le record. Je vais devoir changer de port, j'imagine. Ouais, c'était bien. Et je vais rebaisser un petit peu. Je vais remettre 2500
Pour la lecture, ça sera peut-être limite, donc il faudrait, si possible, avoir quelques retours là-dessus. Sur quoi? Sur la lecture, Ouais. ouais. Sur la qualité. Hop, du coup, je le passe en 5 à la fin. Alors, Obligé de changer le port parce qu'OBS réserve le port sur la machine à chaque fois et met quelques temps avant de le libérer. Et ne peut pas reprendre un port qui a déjà été réservé, même par lui-même. Voilà. Donc niveau qualité, est-ce que ça te paraît bon? bah, ça se voit que c'est un peu moins, mais on va voir si ça tient surtout. Du On coup, voit. le process pour la migration, c'est tout simplement, je récupère toutes les migrations qui ont déjà été envoyées en base de données. Je récupère toutes les migrations qui sont dans le fichier de migration de la version de l'application qui a été déployée. Donc avec là, donc migration path qui va me prendre toutes les migrations dans le dossier. Donc je les trie par ordre alphabétique qui va me permettre de les trier par date. Je récupère quelques informations dessus, donc le base name qui est initial migration dans cet exemple-là. Le séparateur qui lui c'est le deuxième underscore ici. Le name pardon ici qui est le initial migration, le base name c'est le nom du fichier. Et la date qui est la première partie du nom du fichier qui peut être récupérée en tant que timestamp au moment de l'insérer en base. Donc la date correspond à la date de création du fichier de la migration. Ça permet d'avoir un versionning des migrations assez poussé. Donc une fois qu'on a récupéré toutes les migrations qu'il nous faut pour lancer la version actuelle de notre application et qu'on a toutes les migrations qui ont déjà été appliquées, on peut récupérer la première migration qui n'a pas été actuellement appliquée. Donc la première migration qui a besoin pour notre application mais qui n'a pas été envoyée déjà dans la base de données. On peut la récupérer avec juste une petite requête très simple. Juste un petit find sur un tableau. Donc si il nous manque une migration, eh ben, on va faire la migration, sinon on dit que l'application est déjà à jour. Une fois que j'ai récupéré ma version, je regarde si il y a une autre migration qui a déjà été appliquée après la migration qui nous manque. Ça permet d'envoyer une erreur plutôt que de déployer l'application en disant ça veut dire qu'il manque. Il y a des données qui ont été modifiées mais qui n'ont pas été prévues pour être modifiées dans les scripts. Donc ça, c'est un cas qu'on ne peut pas résoudre comme ça. Et donc la manière la plus simple de faire, c'est juste de bloquer le déploiement de l'application pour que les utilisateurs restent sur l'ancienne version. Donc une fois que c'est fait, je mets l'application en maintenance. Si on a réussi à passer toutes ces étapes-là, je mets l'application en maintenance et puis je peux boucler sur chacune des migrations qui sont en attente et les exécuter. Donc j'importe le fichier JS et puis je l'exécute. J'exécute la version up, donc c'est la méthode up qui est à l'intérieur de mon fichier. Donc une fois que c'est fait, on peut rapidement tester. Donc là j'ai l'application en cache, donc il m'a dit j'ai ouvert quelque chose, mais elle n'est pas finie d'être déployée. Voilà, tous les conteneurs sont healthy, donc on arrive sur notre page. Donc si je refresh de ce côté-là, on va avoir, hop, l'application n'est pas mise à jour. Il va lancer la migration et on reçoit notre webhook avec un petit commentaire qui nous explique comment
appeler ce webhook. Donc tout simplement en appelant cette URL avec ce body, donc qui est juste end migration, c'est le nombre de migrations qu'on a envie de sur lesquelles on a envie de revenir en arrière, et avec un nombre. Et donc une fois que c'est ça, on a toutes les étapes possibles pour pouvoir gérer le versionning de nos apps. Toujours sur cette application, et pour gérer de la manière la plus simple possible mes données et surtout les données manquantes d'un côté utilisateur. Donc par exemple là on arrive sur une page qui nous demande notre nom d'utilisateur. Donc ce nom d'utilisateur, il va pas nous le demander à chaque fois qu'on ouvre l'application. Il nous faut quelque chose pour vérifier si on l'a déjà en base. Et donc ce quelque chose, c'est tout simplement un user guard. Donc j'ai appelé ça un guard qui va vérifier si notre utilisateur courant respecte certaines règles. Donc que ce soit l'utilisateur, ça peut être l'application par exemple. Si l'application est en maintenance et tout, j'ai un guard aussi. Et donc pour ça, mes guards sont juste appelés sur ce petit bout de code. Donc je crée une nouvelle instance de guard. Je lui passe les datas qui sont passées en entrée de mon widget main. Les props, on n'en a pas besoin dans notre cas, mais ça pourrait être passé aussi. Donc là, en tant que propriété du guards, j'ai une page à lui passer et un certain nombre de guards. Donc là, on a l'app guards et le user guard. Sur ces guards, on peut exécuter des requêtes qui vont permettre de faire passer des données. Donc là, par exemple, le user guard, je vérifie que dans la colonne utilisateur, je lui passe l'utilisateur @me. Et donc, dans le code de user guard, je peux vérifier que l'utilisateur actuel a un utilisateur nul. Si l'utilisateur actuel a un utilisateur nul, alors on va charger la vue register. Je pense que c'est une manière assez simple de gérer justement toutes ces données requises pour pouvoir accéder à notre app. À notre app, ouais, une partie de notre app a certaines vues, que ce soit par exemple sur un salon de Discord, par exemple. Si on rejoint un salon de Discord, il faut qu'on soit invité sur cette URL, par exemple, pour pouvoir y accéder. Donc cette guard pourrait en faire partie. Et en vue, on pourrait mettre vous n'avez pas accès à cette page. Ça peut être une gestion de droits de cette manière-là aussi. Je pense que c'est à peu près bon. J'ai fait le tour en rentrant pas mal dans les détails, je pense. Et du coup, le but de tout ça, c'est de le mettre après dans une librairie spécifique à ça. Oui. Pour ne pas avoir à le reproduire oui, c'est ça. Sur toutes les applications. Et du coup, on a juste un petit import de la même manière qu'on utilise le Lendra Components ici. Pour pouvoir importer que ce soit les guards ou la migration. Et de pouvoir utiliser ce mode de développement directement dans vos applications avec le minimum de code possible. Donc je pense que de mon côté c'est bon. Je peux te laisser passer à la suite. Oui. Donc pour le query parser. Est-ce que d'ailleurs ton application Gimmick a été implémentée avec les nouvelles librairies qui avaient été développées pour simplifier justement le code des applications la librairie qui permettait de générer le serveur.js, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a été fait, mais sur une vieille itération de cette technologie. Mais oui, ça peut facilement être mis à jour dessus, je pense. D'accord. Parce que je me souviens plus, on avait présenté justement cette librairie-là un live précédent. Il me semble que oui, que Thomas avait déjà fait un live dessus. D'accord. Donc du coup, pas la peine de réexpliquer, je pense. Alors au niveau du query parser, moi je vais vous présenter, je vais plutôt développer des nouvelles fonctionnalités que je vais aller chercher sur le site GitHub. Donc ça va être dans le query parser. Ah oui, donc le clavier est en QWERTY. J'ai pas l'habitude. Ah oui. Ah oui, et puis j'ai pas installé les autres langues. Ça va le faire. Autant pour moi. J'ai pas ramené mes claviers. Je peux peut-être te ramener un clavier USB si tu veux. Oh non, je pense que ça va le faire, je m'habitue assez vite. Donc on devrait avoir une épique par là.
Elle va plutôt être à l'accueil du projet, je pense. Les épiques, elles sont dans le projet l'ENRA CLI, L'ENRA CLI. qui est le projet d'accueil de l'ENRA en quelque sorte. Donc dans Issue. Et donc normalement, tu dois pouvoir trier par label Epic. Ah oui, label Epic. Et voilà, query parser, opérateur upgrade. Donc là, ce qu'il nous reste à implémenter, il y aurait par exemple l'opérateur type ou l'opérateur size qui sont définis ici. Il y a aussi l'opérateur texte qui avait été commencé par Emric dans un live précédent, mais qu'on n'avait pas eu le temps de terminer. Alors du coup, je vais pas pouvoir le terminer aujourd'hui parce que je n'ai pas le code d'Emric de l'autre fois, je crois. Et je ne sais pas comment il avait fait non plus, donc je pourrais pas trop reprendre son travail. On va commencer par exemple l'opérateur type. Donc là, c'est en fait pouvoir vérifier quel est le type de la valeur passée dans la base. Oui, un type-of comme on a en JavaScript. Oui, c'est ça. Donc on vérifie qu'on est à jour. Mais directement dans nos requêtes de données, du coup, des appels. Oui, c'est ça. Donc on va créer une nouvelle branche pour l'opérateur type. Donc là, le but, ça va être de pouvoir vérifier pour tous les types qui sont dans le format BSON, du coup, pour vérifier quel type c'est. Donc on va aller voir les BSON types sur internet pour Mongo. Et du coup, voilà, on a tous les types un peu basiques avec ces alias là qu'on va pouvoir vérifier directement sur notre librairie. Donc là, on va reprendre cet opérateur qu'on va ajouter ici. Et donc, il s'agit d'un value opérateur puisqu'il va agir sur seulement une valeur et pas sur plusieurs opérateurs. Donc on va ajouter à la suite ici. Alors copilote très utile dans ce style de travail où on peut auto-compléter directement. Alors par contre, on va quand même créer une fonction pour pouvoir checker tous les types qu'on va définir tout là-haut. Je pense qu'on peut le définir par là. Oui. Alors, on va l'appeler is bison type par exemple. Oui, il faut mettre les majuscules avec les touches. en clavier anglais. Qui va prendre une value ainsi qu'un type, voilà. Donc là, il va vérifier que la value est bien le type à chaque fois correspondant à la valeur dans le case. Donc là, on a string number boolean null array object. Est-ce qu'on n'en aurait pas besoin d'autres si on regarde dans cette liste? Est-ce qu'on a l'array? Oui. Le booléen, oui. Après, c'est plein de types qui ne sont pas forcément utiles dans notre cas. Donc je pense qu'on a tous les types qu'il faudrait. On n'a pas un alias à rajouter pour pouvoir utiliser isBinary avant? Comment ça? Parce que isBinary, du coup, c'est une méthode de Elixir. Oui. Qui renvoie true si c'est la variable qu'on lui passe est un booléen, non? C'est ça, un binaire. string, oui. Un string. Et du coup, cette méthode, elle est dans un autre module, non? Donc, Je crois qu'elle est à la base d'Elixir, du coup tu peux l'appeler même sans importer le module, il me semble. D'accord. Après, c'est vrai que là, j'arrive pas. Enfin, je peux pas faire CTRL-clic pour voir son code. Ouais, c'est pour ça que je pensais. Mais normalement, ça devrait fonctionner, si je dis pas de bêtises.
Et du coup, ici, on va renvoyer le isBSON type. En passant la name value et le type. Oui, c'est celui-là. Ok. Donc ensuite, on va voir les tests à modifier pour vérifier que ça fonctionne bien. Ça va être dans le parseur. Alors où est le dollar? Il est par là. Hop. Donc on va passer ces tests en supported. Il y a Pichot et EMR qui répond à la question justement et qui nous dit que ce sont des fonctions Elixir, voire même des fonctions Erlang. Oui. Donc ça confirme qu'il y en a pas besoin. Voilà. Donc maintenant, si on lance les tests, ça devrait fonctionner correctement. Parfait. Premier coup. Donc là, on a pu implémenter l'opérateur type, qui n'est pas si complexe que ça au final. Le plus long, ça a été d'écrire ce case-là, même s'il a été auto-complété par copilote au final. C'est assez pratique. Donc je vais envoyer ce travail en ligne et on va passer à l'opérateur suivant, qui va être l'opérateur, comme on avait dit. C'est vrai que copilote pour 10 € par mois, ça Plutôt accélère rentable. quand même pas mal. On va passer à l'opérateur size après. Vous l'avez tous copié là? Non, il n'y a que toi, Fred. Oui, oui. Et vu que c'est mon PC. Alors pour le size opérateur, ça va être un peu dans le même principe. On va venir dans la grammaire ici et redéfinir l'opérateur size qui avait été commenté. Alors, hop, ne pas oublier de rajouter le slash à la fin. Une fois que cet opérateur a été décommenté, il va falloir venir dans le exec, pareil, et venir modifier. Alors si je dis pas bêtise, c'est aussi un value operator. Je veux faire Où sont les guillemets? Ah oui, ils sont là à droite. Oui. Size. il voilà. manque le $, je pense. Oui. Donc là, on va juste vérifier que la longueur de la valeur dans la base est égale à la longueur passée en paramètre. Donc ça va être un entier en fait. Un entier qui va être comparé à cette longueur-là. On va venir refaire la même chose ici avec la size. Du coup, les fichiers se sauvegardés automatiquement, c'est ça? Oui. Parce que je vois depuis tout à l'heure, j'ai pas besoin de faire CTRL S. Non, j'ai activé l'option de VS Code pour le faire. Mais je te rassure, je le fais quand même. On sait jamais. Alors, je vais quand même vérifier que les tests fonctionnent en les exécutant à la main directement. Normalement, je peux cibler directement avec la ligne. Oui, c'est avec 2 points le numéro de ligne. 316. Et
note de tous les avoir pris. Ouais, et on a exclu 117. Donc là, on a bien fait 1 avec les 118 là. Donc c'est bien celui-là. Et il passe. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc là, je pense que l'opérateur size est terminé aussi. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'autres choses à rajouter. Alors vu qu'il nous reste un peu de temps, je peux voir qu'est-ce qu'il y aurait comme opérateur qu'on pourrait implémenter. Ah oui, on avait discuté du regex tout à l'heure. On se demandait justement si ça allait être facile à implémenter ou pas. Je pense qu'on peut faire un tour. Peut-être check que l'élément est bien une liste, dit Pichonnet. Que l'élément est bien une liste. Alors je vais retourner dans le code. Pour la size, on va essayer de faire un land sur un string par exemple. Bah si, techniquement on doit pouvoir le faire. Non? L'opérateur Mongo, je sais pas si on peut. Si c'est forcément sur une liste ou si ça passe aussi sur des. On peut la vérifier. Mongo. Size operator. Oui. Les opérateurs. Ça a l'air d'être que sur une liste. Quel array? But not fruit, field fruit. Donc voilà. Donc ça prend pas ici la troisième ligne du deuxième paragraphe. But not field fruit. Ah oui. Donc en gros, il ne prendra pas le champ avec la string fruit. Il prendra par contre le field si c'est une liste orange, lemon, grapefruit. Oui. Donc il faut bien vérifier que c'est une liste. Sinon, on risque de donner une valeur fausse au cas où l'utilisateur demande la taille d'une string alors que c'est censé fonctionner que sur les listes. Oui, en effet. Alors par contre, ça se fait dans le parseur test, je suis pas sûr. Parce que je vois pas où est-ce que sont passées les données ici. Bah, du coup, ça peut pas être dans le test qu'il faut le mettre. Bah si, tu peux faire un test en lui passant une string et vérifier que ça faille bien. Mais... Parce que là, on doit avoir un objet qui contient names, non? Dans notre test au départ. Oui, je sais pas où est-ce qu'ils ont été définis. C'est la clé d'un objet qui doit être par là. Parce que là, on est déjà dans les tests. Effectivement, je sais pas où est-ce qu'il a défini ça. On est arrivé plus bas que nos modifs là, je pense que oui. on s'éloigne trop. Parce qu'il me semblait que c'était dans le exec test justement qu'on définissait Bah, du coup, ça va être celui-là, oui. les vraies valeurs. Ah oui, parce que le premier va juste vérifier si la règle, le parseur test va juste vérifier si la règle correspond aux règles de parseur appliquées chez Mongo, alors que le exec va exécuter la règle pour vérifier si elle renvoie les bons résultats. D'accord, ok. Donc effectivement, le parseur, lui, va pas avoir de valeur, en fait, il va juste avoir une règle de définie. Oui. Donc là, on a bien les data ici. Est-ce que dedans, il y a des listes? Je pense que oui. Là, on a bien name to list qui est dans la variable prev. D'accord. Donc on n'a pas de test pour la size, on va en créer des nouveaux. Je crois que l'écran il a frisé. Parce que je t'entends cliquer et il se passe rien. Alors apparemment l'écran aurait freeze. Effectivement. De ce que je vois.
Ah oui, il y a une erreur sur OBS. Je sais pas depuis combien de temps ça freeze. Je regardais, hein, donc ça fait 15, peut-être 15 secondes. J'étais là, mais non, je m'entends cliquer. Voilà, c'est revenu. Parfait. Avec un petit décalage en plus sur le téléphone, donc. Alors, où est-ce qu'il va falloir que je le mette? Je fais un nouveau describe, je pense, juste pour les sizes. Oui. Je pense qu'il doit y en avoir pour d'autres trucs. Comme le type. Tu dois en avoir un pour le type aussi, non? Bah, du coup, le type, Que je t'as fait l'ai juste pas avant. fait tout à l'heure. Ok. Mais si on reprend dans notre épique, on avait le note qui a été fait. Est-ce qu'il y a du note là-dedans? Ils sont dans un describe global ou un describe pour les notes? C'est un describe global, donc je vais le mettre là-dedans, je pense. Ok. Par contre, je crois que le note sur lequel t'étais, c'était pas le bon. Parce que ça, c'est le N-in. Donc c'est note in. Ah, Après, ouais. si tu cherches le note, ce sera pas ça. Voilà, c'est plus ça. Donc, je vais rajouter un test juste après ici. Donc on voulait tester que c'était forcément un array qui pouvait être passé au size. Oui. Et pas n'importe quel autre type. Donc là, il vérifie qu'il y ait bien eu une erreur de Mongo Operation Failure. Donc je pense que c'est pas ce qui nous va. Parce que nous, on n'appelle pas directement Mongo dans ce cas-là. Non. Donc on n'aura pas cette erreur de Mongo. Je sais même pas si on peut faire un asset trace comme ça m'étonne. En tout cas, je peux... Si, techniquement, parce que ça va juste faire du pattern matching entre le raise et puis ce que la méthode là va te renvoyer, je pense. En tout cas, je peux faire un assert qui contient nil par exemple, et on va vérifier que ça renvoie bien une erreur. Et on modifiera du coup le nil après. Oui, mais là en fait le exec que tu as fait, tu essayes la taille de 5 sur ID. Donc tu essayes déjà sur une string. Oui. Donc ça doit te renvoyer quelque chose doit te renvoyer l'erreur en fait. Oui, c'est ça. Alors on va quand même spécifier ce test là en particulier. Donc l'erreur, je sais pas comment elle sera formatée, certainement que ça va être une map de error de 2 points error, virgule, le message de l'erreur. Alors je pense que ça renvoie carrément, bah ça raise normalement une erreur. Ça raise une erreur, ok. First argument, not a list. Donc il a déjà pris que c'était, donc tu as dû mettre dans le type du pattern matching de ta fonction exec size. Tu as dû faire en sorte que le pattern matching vérifie que c'est une liste directement. Dans la librairie de la grammaire, c'est ça? Ouais, je pense. Parce que du coup le size c'est un value operator. Un value operator. C'est à l'endroit où tu lui as mis la fonction en disant que size c'était len de quelque chose. Ah oui. Je sais plus où est-ce que tu l'as fait. C'est ici. Ici, ok. Donc, Oui, là, donc forcément cet élément là. En fait c'est cette fonction qui envoie une erreur. C'est len qui le gère déjà en Elixir. Tu peux pas faire len d'une string du coup. On va la vérifier. Ok. Effectivement, ça a l'air d'être une liste. Non-negative integer, ça envoie. Ça
peut prendre une liste. Après, sinon, il y a map size, mais du coup, c'est plus la même. Mais du coup, je pense que vu qu'il s'est spécifié que c'est liste, forcément, Oui. c'est carrément Elixir qui renvoie l'erreur de argumenter erreur. Donc, de ce côté-là, c'est déjà géré par Elixir, en fait. Oui. C'est bizarre qu'on n'ait pas autocomplétion quand même. Ouais, il y a peut-être une autre extension à installer, parce que j'ai juste installé l'Elixir. Ah oui, tu n'as pas l'extension Elixir en effet. Bon, c'est pas très grave. Je crois que j'ai installé juste Elixir LS. Et je sais pas s'il y a une deuxième extension à installer. Normalement, il y en a une deuxième, oui. C'est que je sais plus comment on fait les asset trays. On va voir s'il n'y en a pas un exemple dans le code. Non. Alors, pour faire un asset trace, voilà, on passe C'est un trace espace ta méthode. l'erreur et Ah une non, méthode. l'erreur, la méthode, ok. C'est pas tout à fait la syntaxe qu'il nous avait autocomplété. Oui, c'est pour ça. Donc là, c'est un argument error. Je sais pas si on peut l'utiliser directement comme ça, on va voir. Virgule. Et ici, c'est une fn, une fonction, avec la flèche qui est là. Oui, en maj, oui, c'est ça. Il faut mettre un do? Non, pas la peine. Je crois qu'il faut mettre un do si... à la place de la flèche, si je me trompe pas. Quand tu as plusieurs lignes. Mais si t'as qu'une seule instruction, t'as pas besoin. Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est ça, oui. Voilà, donc là, on a bien récupéré l'erreur argument error. Quand on exécute la size sur un élément qui n'est pas un tableau. Mais on peut aussi vérifier que quand c'est un tableau, ça fonctionne bien. Oui. Donc on peut faire un assert. Et du coup, là, il te propose déjà avec le pref qui est un tableau. Et apparemment, il te propose avec 3. Donc, il y a des chances qu'au-dessus, la taille du tableau soit déjà de 3. C'est fort possible. Si on croit ce que Copilote nous dit. Donc ça serait les ID qu'on a générés. C'était le pref toolx. Donc c'est enum toolist de 1.idx-1. Donc idx Datum. il vient de 1 à 10. On doit en avoir 10. On en aura 10 normalement, oui. Donc ne pas croire Copilote. Size 10 du coup. Et ça va renvoyer toute la liste normalement, je crois. Ça devrait renvoyer tout l'objet Je vais le lancer comme ça. qui regardez. contient prev à une taille de 10. Tout objet qui contient un prev qui a une taille de 10, il le renvoie. Bref, une taille de 10, oui, c'est ça. Alors par contre, on a encore l'erreur. First Parce que argument, je pense que list. Prev, c'est pas un tableau. Ok. Si, pourtant si. Après, on peut essayer directement sur les IDs. Oups. Hop. First argument, not a list. Identique. Je suis pas sûr que ce soit vraiment comme ça la syntaxe pour... Si, parce que là on appelle ID. Si, pour moi c'est ça. Je vais vérifier sur la doc de Mongo. Parce que normalement si on cible ID ici et qu'on cible au même niveau IDs en bas, ça devrait renvoyer le tableau normalement. Du coup, on ouvre la map, on met field, 2 points,
on ouvre la map, on met $sides, 2 points, et un nombre. Donc c'est ce qu'on a fait. Oui. Donc IDs, 2 points, enfin flèche, sides, $sides, de quelque chose, c'est exactement ça. Apparemment, il veut pas du tout, mais je sais pas pourquoi. On appuie sur MR qui nous dit Copilot n'a pas inversé les deux données. Il n'a pas fait le length sur 10 et non sur le tableau. On fait la length sur le length value. Donc ça, c'est la valeur en base, normalement, dans Mongo. Oui, c'est ce que j'ai compris. Et là, exec value, c'est la valeur dans la query. requête, oui. Donc dans la query, ça va être notre 10 qui va s'appliquer à nos IDs du coup. Moi, je vois pas de problème à ça. Dans la grammaire, on n'a rien fait de spécial à part ajouter l'élément size. Non, mais là, je sais pas du tout. Oui, j'avoue que je... Sinon, on pourrait laisser Emeric faire ça pour son prochain live. Vu que c'est lui le spécialiste de cette librairie-là. C'est lui qui a tout maintenu jusqu'ici en majorité. Il me semble. Oui. C'est bien ça, hein. Oui, c'est lui qui a fait les autres opérateurs. Donc je pense qu'on va laisser ça comme ça. On va le laisser pour Emeric pour son prochain live. Et on verra bien ce qu'il va nous dire. Quelle serait l'erreur potentielle de cette size. On va le mentionner sur la pull request. Hop. On va les mentionner sur la pull request. Et puis ça sera bon. Oui. Ouais. Oui. Vous avez mis en live, comme on dit, faire un raid sur son live, ça fait 5 heures qu'il est en live. Oui. Si je me souviens bien, je regardais ce tutoriel à l'époque sur du HTML, quand je commençais tout juste l'informatique. C'était un très bon formateur. Donc très bon... Très bon choix. Oui, très bon choix, oui. Ok, super. Ouais, enfin, Voilà. Donc pour moi, c'est tout bon. Je pense ne pas avoir à vous présenter plus de choses sur cet opérateur, puisqu'on est bloqué. Je sais pas si toi, Flavien, tu as des choses à rajouter, peut-être sur ce qu'on a pu raconter aujourd'hui ou... Moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Les différentes nouvelles fonctionnalités qu'on a rajoutées, on les a présentées. Je pense que c'est à peu près bon. Donc du coup, on aurait à terminer le système de route pour qu'il soit fonctionnel à 100% et que vous puissiez le tester directement sur l'ENRA. Et aussi peut-être préparer le système de migration sur la librairie qui simplifie en fait les applications. Ça puisse être utilisé pour tout le monde et pas que sur mon app. En sachant que la prochaine fois, a priori, on va vous montrer comment coder un quiz. Faire un quiz Oui. comme un caoutchouc. Ok. Donc la prochaine fois, on va apparemment présenter comment faire un quiz un peu comme un Kahoot sur l'ENRA. Qui effectivement est une application qui se prête bien à la techno. Donc on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et maintenant on va essayer de faire un raid. Parce que la dernière fois on n'avait pas trop réussi, mais on va voir si ça fonctionne maintenant. Si, Donc ça un raid devrait vers GraphiCart. marcher. Ça avait fonctionné la dernière fois? Non, mais là, ça devrait marcher. Oui, ça va marcher, oui. Après, quand tu me mets un bouton et pas une commande, ça va mieux. Petit bouton rose. Ok, bah, c'est parti alors. Je lance le raid. À bientôt.